Maintenant, l'invité de la matinale, Elon Musk qui passe les dirigeants européens à l'attaque, qui débat avec la présidente de l'AfD allemande, une plainte déposée hier contre son réseau social X, ex-Twitter. Asma Mala, spécialiste de géopolitique des technologies, vient nous expliquer ce qui se joue entre le milliardaire Donald Trump et les États des Unis d'Europe et Elon Musk. Asma Mala, bonjour. Bonjour David. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et spécialiste de géopolitique de la technologie et enseignante à Sciences Po et Polytechnique. J'ai tout dit. Asma Mala, plusieurs jours qu'Elon Musk multiplie les attaques publiques contre les dirigeants européens, Olaf Scholz en Allemagne, Keir Starmer en Angleterre. Y a-t-il une stratégie dans ces attaques et si oui, laquelle ? Alors, si on pense à la stratégie, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement coordonné, où il saurait où est-ce qu'il est en train de nous emmener, je ne le crois pas. Je crois plutôt qu'il surfe sur les failles de nos systèmes, sur la montée des extrêmes droites et les raisons de la polarisation et de causer des formes de rupture dans nos sociétés. Ça, c'est clair. L'enjeu est plus global. Là, c'est de la tactique, ce qu'il fait. La stratégie, ce n'est pas la même chose. C'est sa vision de long terme. Et je crois que la vision de Musk, qui est très d'ailleurs Trump compatible, c'est l'éclatement en effet de l'Europe, de l'Union européenne plus exactement, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a pas intérêt à une Europe puissance quand on est des États-Unis, surtout avec ce couple à la tête de la première puissance mondiale. La deuxième chose, c'est que je crois que ce sont les deux des deal makers. Donc ils vont aller faire des deals binationaux et qui vont donc vraiment affaiblir la Commission européenne, l'Union européenne comme union des 27. Et puis enfin, tout son enjeu, c'est la dérégulation, c'est de casser les réglementations pour d'abord faire de X, y compris chez nous, un rouleau compresseur idéologique, et ensuite pour des questions économiques, puisque idéologie et économie sont imbriqués. Asma Mala, beaucoup de gens qui étaient curieux d'Elon Musk il y a 2 ou 3 ans, qui admiraient l'homme qui envoyait des fusées dans l'espace et des satellites, l'homme de Starlink, l'homme de Tesla, bref, l'entrepreneur, comprennent pas l'articulation qui existe entre son projet, qui était un projet presque philanthropique et économique, aller sur Mars, inventer une autre forme de vie humaine ailleurs, et ce qu'il fait aujourd'hui qui relève effectivement de la division de l'Europe et de son affaiblissement. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là ? Rien ne s'est passé. C'est exactement la même chose. Il est sur un continuum. Moi, ce que je dis dans mes travaux et dans mon livre, c'est que les géants technologiques, dont Musk est un symptôme magnifique, d'une certaine façon, c'est un triptyque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les projets technologiques sans leur dimension politique, idéologique et économique. Et tout ça est imbriqué. Ce n'est pas l'un puis l'autre. Ça a toujours été l'un et l'autre, soit avec une forme d'opportunisme idéologique, le cas de Meta avec Zuckerberg récemment qui dit qu'il va suivre le modèle de X d'une certaine façon, soit dans le cas de Musk où il y a vraiment des convictions. Et le côté par exemple de faire de l'humanité une civilisation multiplanétaire est toujours là. C'est même un des discours de puissance que Trump a récupéré. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux, il y a une continuité au contraire. Et enfin, je crois que Musk, depuis son rachat de X, s'est auto-radicalisé sur sa propre plateforme, mais avec des germes idéologiques qui étaient déjà là. Autour de lui, derrière lui, il y a quand même des gourous de la Silicon Valley qui portent des idées réactionnaires, xénophobes, suprémacistes depuis, une grosse quinzaine d'années. Je pense à Peter Thiel, je pense à Curtis Yarvin, à David Sacks, qui vient d'être d'ailleurs nommé par Trump comme le tsar de l'IA. Et donc il y a là quelque chose qui est à la fois de long terme et en même temps ce gars qui est un symptôme, qui s'auto-radicalise et peut-être même par ses propres algorithmes en fait. Quand le président Macron parle d'international réactionnaire, animé, réveillé, encouragé par Musk et Donald Trump, il a donc raison. Alors moi je pense qu'il a raison, je pense que c'est une internationale en tout cas MAGA avec des projets expansionnistes et notamment avec des relais comme le fils de Donald Trump, Trump Jr, etc. Donc oui, et d'ailleurs ce n'est pas tellement nouveau. Sous la première mandature de Trump, qui avait fait le job avec un succès extrêmement relatif, c'était Steve Bannon. Parce qu'à l'époque, nos extrêmes droites européennes étaient encore très, disons, hétérogène en termes de points d'appui idéologique. Là, il y a un changement d'une part de timing et les opinions publiques sont beaucoup plus prêtes à recevoir ça, d'une part. Et d'autre part, il y a le personnage de Musk qui a une puissance financière, technologique extraordinaire et qui fait que ce projet peut en effet aboutir. Donc oui, Emmanuel Macron a raison de le dire.
C'est un peu trop tard, parce qu'il faut aussi se souvenir de la façon dont il le recevait, quand même, comme un chef d'État, pendant les Choose France, les fameux sommets technologiques. Il était là à Notre-Dame, à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Voilà, donc il y a quand même une ambivalence. Ils étaient là tous les deux, d'ailleurs. Mais oui, donc il y a une ambivalence à lever. C'est pas plus mal qu'ils le disent. La France est très seule. Très seule. L'Allemagne, avec Olaf Scholz, a fait quelques déclarations. Keir Starmer a fait quelques déclarations. Mais globalement, on est seul. En face, on a quand même du Giorgia Meloni. On a la Hongrie. Donc, ce n'est pas une évidence que l'on gagne cette bataille-là, parce que c'est une bataille qui est politique, culturelle, idéologique. Et puis, après, j'ai presque envie de dire que c'est l'honneur de la France de porter cette voix-là, qui n'est pas la voix de l'anti-Trump ou de l'anti-Musk, qui est juste, en fait, une forme de fidélité à nos valeurs et à l'état de droit. Comment expliquez-vous que des partis patriotes, nationalistes, trouvent à Musk et Trump autant de charme, alors que ceux-là n'ont d'objectif que de détruire l'intégrité de ces nations, ou en tout cas de les menacer à travers la menace qu'ils font peser sur l'Europe? C'est une très très bonne question, en effet. Il se trouve que en Europe, aujourd'hui, y compris en France, le couple Trump-Musk cristallise les extrêmes. Alors on va retrouver un peu toujours les mêmes. Ça va être les anti-vax, l'extrême droite, les souverainistes, les nationalistes. Les pro-Poutine. Les pro-Poutine, les pro-Zemmour. Tout ça, c'est cette espèce de magma qui est d'une part dans une forme de colère qu'on n'a pas du tout entendue ces 20 dernières années, il faut le dire. La période Covid a fait énormément de mal à notre vivre ensemble et à faire société, ça c'est clair. Et eux surfent dessus. Donc en fait, il y a d'abord une réaction de colère, de révolution, de révolte. Et d'ailleurs, c'est la promesse de Trump et de Musk, faire la révolution contre l'establishment. Mais j'ai presque envie de dire que vous avez raison de pointer le paradoxe. Il se pourrait très bien que dans la tête de Musk et Trump, l'Europe soit le 52e État après le Canada. Donc attention aux souverainistes et aux populistes qui ne voient pas plus loin que la colère immédiate. Ce n'est pas du tout des pro-européens, ils ne sont pas du tout dans nos intérêts à nous. Et donc il va y avoir un ex-allié qui va nous traiter comme un adversaire et peut-être même demain comme un ennemi. Et donc il faut être un peu plus malin que ça et réfléchir un tout petit peu. L'eurodéputée Aurore Lalucq a saisi l'Arcom d'une plainte contre X. X, non pas une plainte contre X au sens classique du terme, mais contre X, le réseau social, l'ancien Twitter. Une possible manipulation, dit-elle, des algorithmes par Elon Musk. Alors, il faut être très pédagogue avec nos auditeurs. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi on peut manipuler l'algorithme d'un réseau social comme Twitter et dans quel but ? Alors, un algorithme, c'est quoi ? C'est un outil, d'accord, qui va, dans la surabondance d'informations, vous pousser tel ou tel contenu, et souvent sur la base de tout ce que vous avez fait avant, vos activités, c'est-à-dire ce que vous avez aimé, partagé, ou même, par défaut, ce que vous n'avez pas aimé et ce que vous n'avez pas partagé. Donc ça, c'est une façon, si vous voulez, de fluidifier de façon très neutre, là, cette partie de l'analyse, de fluidifier de façon très neutre votre expérience de consommation passive de l'information et des contenus. Ça, c'est un. Donc, fatalement, comme c'est une construction, un algorithme, évidemment, il n'est pas neutre, évidemment, il n'est pas objectif, il y a forcément des choix, des biais, des arbitrages qui sont faits pour savoir comment est-ce qu'on construit un outil qui va vous éditorialiser d'une certaine façon votre fil. Donc, une fois qu'on a dit ça, il est clair et évident que si l'on ne met pas des règles et des normes, n'importe qui, quand vous êtes Elon Musk par exemple, ou même Zuckerberg, ou même demain n'importe qui d'autre, ou TikTok, on l'a vu avec la Roumanie récemment, vous pouvez donc orienter, c'est-à-dire dire qu'on va survisibiliser tel contenu et invisibiliser, shadowban par exemple, tel autre. Donc techniquement, on sait le faire. Après, il est aussi tout à fait clair aujourd'hui que X est devenu une caisse de résonance extraordinaire au poste de Musk qui lui-même relaye les comptes d'extrême droite. Asma Mala, spécialiste de géopolitique des technologies, on peut couper, si j'ose dire, le kiki à un réseau social. Erdogan l'a fait avec Instagram cet été. Thierry Breton dit on peut le faire, il l'a dit cette semaine. On peut couper Twitter, ça peut s'arrêter, on peut l'interdire. Et vous allez couper aussi X et Facebook et Insta et TikTok. Le problème que ça va soulever, c'est que, vous allez couper X, mais le problème c'est que Musk n'est pas que propriétaire de X, il est un goulot d'étranglement géostratégique, il est aujourd'hui le VP officieux des États-Unis, donc vous allez couper, et quelles sont les retombées, quels sont les retours, quelles sont les sanctions que vous aurez. Donc en fait, on est dans un dilemme inextricable qui pose une question beaucoup plus fondamentale, qui est celle de notre souveraineté, et ça, c'est 40 ans de retard et d'aveuglement politique. Un dernier mot très rapidement, comment comparez-vous la méthode d'intox de Musk et celle de Poutine ?
Quelles sont les grandes différences entre les deux façons d'approche? Poutine, il passait par des laboratoires clandestins, des fermes trolls clandestines. La Musk, il fait ça à ciel ouvert. Oui, c'est tranquille, mais puisque c'est un peu d'ailleurs la limite de nos modèles démocratiques, c'est que la liberté d'expression, qu'il d'ailleurs arsenalise, qu'il manipule à tort et à travers, pour en faire en fait un porte-drapeau idéologique. On l'a vu hier soir d'ailleurs, avec son interview de Alice Weidel, mais la patronne de l'AfD allemande. Absolument, qui ont fait tout un morceau sur la liberté d'expression, on nous a censuré, etc. Donc en fait c'est très orwellien, on prend un mot pour un autre, la paix c'est la guerre, en gros. Donc c'est Orwell, ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est... Poutine, Musk, même combat, même méthode ou méthode différente? Il y a des méthodes différentes. Musk, en fait, le fait au vu au su de tout le monde. Et aux États-Unis, c'est absolument possible. Et je terminerai par dire que juste avant le 5 novembre, le Wall Street Journal avait quand même sorti une enquête exclusive qui expliquait que le Kremlin et Musk avaient eu un certain nombre d'allers-retours. Et pour une fois, et peut-être pour la première fois, Musk n'a pas commenté. Asma Mala, merci d'être venu éclairer nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. C'est paru aux éditions du Seul. Merci, à bientôt. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres. Aujourd'hui, Géraldine Wössner et Jean-Marie Colombani.